in disbelief at this loss. They came to reflect at a memorial set up outside Makita's Cookies where Dolph was shot and killed Wednesday afternoon. Mardi, vers 9 h du matin, heure locale, le 7e jour du procès de Diddy a commencé et son ancien assistant David James, qui avait déjà témoigné la veille, a de nouveau été interrogé par le procureur. Il est revenu sur une conversation entre lui et Cassie et a déclaré qu'elle lui avait dit qu'elle aimerait reprendre le mannequinat et le métier d'actrice. Cependant, selon ses déclarations, Diddy souhaitait qu'elle se concentre entièrement sur sa carrière musicale, ce que Cassie avait accepté. Il n'a toutefois jamais été témoin d'altercations physiques entre les deux, mais a décrit une situation dans laquelle Diddy avait complètement perdu son sang-froid. Un matin, Diddy serait rentré à la maison et aurait immédiatement saisi les téléphones portables de David James et du reste du personnel pour vérifier l'historique de leur navigateur. David James a déclaré que Diddy était très en colère et avait affirmé que quelqu'un avait prétendu dans un blog qu'il avait frappé Cassie dans un club. Il a trouvé cette intrusion dans sa vie privée profondément perturbante. Il a ensuite évoqué les freak-off qu'il devait en partie préparer et a énuméré devant le tribunal tout ce qu'il devait apporter à chaque fois dans la chambre d'hôtel, comme de la compote de pommes, de la gelée, des fruits, de l'eau Fidji, divers produits cosmétiques pour la peau de Diddy, un sac contenant au moins 10 000 $ en espèces, un sac avec différentes pilules dont certaines avaient la forme de la tête de l'ancien président Barack Obama, et des effets personnels tels que de l'huile pour bébé, du gel ou des contraceptifs. Il a également déclaré que Diddy ne lui rendait souvent même pas l'argent des achats, soi-disant pour que personne ne sache que ces articles étaient pour lui. À la question de savoir s'il s'était déjà introduit dans une session, James a répondu qu'en 2008, il avait frappé à la porte de la chambre de Diddy le matin pour lui apporter son iPad. Comme personne ne répondait, il avait ouvert la porte et avait vu Cassie allongée dans le lit, tandis qu'un inconnu aux cheveux longs courait dans la pièce. Diddy était sous la douche à ce moment-là. La conversation a ensuite dérivé sur la consommation de Diddy, et il a raconté qu'il avait souvent vu Diddy prendre des pilules en studio. Lors d'une fête de fin d'année, il a lui-même essayé l'ecstasy et a déclaré « Je me suis soudainement senti aimé de tous et j'ai dansé sans retenue, tandis que les caméras étaient braquées sur moi. » Quelques jours plus tard, Diddy l'a convoqué dans son bureau, lui a montré les images et lui a demandé s'il était sous l'emprise de la drogue ce soir-là. Lorsqu'il a confirmé, Diddy lui a répondu qu'il garderait la vidéo au cas où il en aurait besoin à nouveau. David James a interprété cela comme une menace indirecte et a déclaré au tribunal qu'il pensait probablement que cela serait embarrassant pour lui. Il a ensuite évoqué le besoin de contrôle de Diddy et a expliqué que des objets de valeur avaient été volés pendant qu'il travaillait pour lui. À 2 reprises, lorsque de l'argent liquide et une montre de grande valeur ont disparu, lui et tout le personnel ont dû se soumettre à un test au détecteur de mensonges à la demande de Diddy. Test qui a été réalisé par un ancien agent du FBI. Il a également déclaré qu'après la disparition d'un bracelet, même ses effets personnels avaient été fouillés. Enfin, le procureur a interrogé David James sur l'incident avec Suge Knight et celui-ci s'en est souvenu. En novembre 2008, vers 4 h du matin, il était assis dans le studio avec Diddy et le chef de la sécurité D-Rock et Diddy les a envoyés chercher des hamburgers. Lorsqu'ils sont arrivés au fast-food, 4 SUV noirs étaient garés devant. Suge Knight se trouvait dans l'un d'eux et quelqu'un lui aurait tendu une arme lorsqu'il a aperçu James et D-Rock. Les deux hommes sont immédiatement retournés au studio où ils ont informé Diddy de la situation. Ce dernier aurait alors complètement perdu son sang-froid et serait retourné avec eux au fast-food. Cependant, Suge Knight avait déjà pris la fuite. Selon David James, c'est à ce moment-là qu'il a vraiment craint pour sa vie pour la première fois, raison pour laquelle il a voulu démissionner peu après. L'interrogatoire du procureur était terminé et la défense de Diddy a alors commencé son contre-interrogatoire. L'avocat de Diddy a posé d'autres questions sur Suge Knight et David James a raconté que Cassie avait voulu retenir Diddy et qu'ils s'étaient disputés devant la porte avant de se rendre au fast-food. Il a également déclaré que Diddy avait 3 armes sur lui lorsqu'ils sont partis. L'avocat lui a demandé avec qui, dans l'équipe de Diddy à l'époque, il s'entendait le mieux et il a répondu « avec la cuisinière ». L'avocat a insisté et lui a demandé s'il avait déjà étranglé la cuisinière, ce qu'il a nié, ajoutant qu'elle lui avait dit une fois comment il devait faire son travail. J'ai alors saisi son poignet et lui ai dit de s'occuper de ses affaires. Diddy l'aurait alors appelé dans son bureau et lui aurait dit d'écrire une lettre d'excuse et de lui offrir un cadeau, ajoutant qu'il le licencierait si cela se reproduisait. Le procureur lui a ensuite posé quelques questions supplémentaires et lui a demandé s'il avait remarqué que Diddy s'était battu avec l'un de ses cuisiniers, ce qu'il a confirmé, ajoutant que Diddy lui avait demandé après l'altercation d'appeler la police et de prétendre que le cuisinier avait commencé. Il a toutefois déclaré avoir seulement fait semblant et n'avoir jamais contacté la police.
Comme ni le procureur ni la défense n'avaient d'autres questions, l'interrogatoire a pris fin et, vers 11h45, la mère de Cassie, Regina Ventura, a été appelée à la barre. Elle a déclaré avoir rencontré Diddy en 2006 lorsque Cassie a signé avec lui et avoir vu Cassie 2 à 4 fois par an depuis lors, principalement pendant les vacances. Le procureur a ensuite montré des emails datant de 2011 dans lesquels Cassie écrivait à sa mère que Diddy menaçait de publier des vidéos intimes d'elle. Il avait prévu de publier une vidéo à Noël et une autre peu après et menaçait de faire du mal à Cassie et à Kid Cudi. La mère de Cassie a ajouté qu'après avoir rédigé cet email, Diddy avait soudainement exigé que Cassie lui rembourse 20 000 $ pour des dépenses qu'il aurait engagées pour elle. Ils ont alors contracté un emprunt pour rembourser Diddy et des relevés bancaires prouvent qu'elle a transféré l'argent à Bad Boy Records, comme Diddy le lui avait demandé. Elle a ensuite montré au tribunal des photos de Cassie montrant les blessures que Diddy lui avait infligées, des photos qu'elle avait délibérément conservées. Elle a raconté avoir tenté à plusieurs reprises de parler à Diddy, mais en vain. La défense de Diddy n'ayant aucune question à lui poser, la mère de Cassie a été libérée de la barre des témoins et l'un des hommes payés, Charey Hayes, a été appelé à la barre. Il a déclaré être un danseur exotique connu sous le nom de scène The Punisher. En mars 2012, il avait été engagé pour jouer le mari d'une femme nommée Janet. La mission lui avait été confiée tôt le matin et il s'était rendu dans un hôtel à New York où Cassie lui avait ouvert la porte en peignoir et avec une perruque. Elle lui aurait alors donné 800 $ et lui aurait demandé de l'enduire d'huile pendant la scène, mais sans regarder ni parler à son mari. Diddy serait ensuite entré dans la pièce, du gel dans les mains et se serait assis dans un coin pour se faire plaisir tout en donnant des instructions à Cassie afin d'avoir une meilleure vue sur ce qui se passait. Au bout d'une demi-heure environ, Cassie et Diddy lui auraient proposé, disons, une fin heureuse qu'il aurait refusée pour rester professionnel. Cassie lui aurait alors donné 12 000 $ supplémentaires avant qu'il ne quitte la pièce. Au tribunal, il a déclaré « Diddy portait une casquette de baseball, mais je l'ai reconnu plus tard parce que je suis fan et que je le suis sur Instagram. » À 12h50, l'audience a été suspendue pendant 20 minutes avant de reprendre l'interrogatoire. Il a poursuivi en expliquant qu'il était de plus en plus souvent réservé le week-end et que les séances duraient environ 3 à 4 heures, dont la majeure partie était consacrée à l'attente. Les séances se déroulaient toujours de la même manière. Beaucoup d'huile, les meubles étaient recouverts, des bougies étaient allumées et il recevait entre 1200 et 2000 $ après chaque séance. Il a ajouté que Diddy s'était régulièrement enquis du bien-être de Cassie pendant les sessions et qu'elle avait parfois réagi avec agacement à ses instructions. Elle n'avait toutefois jamais refusé de faire quoi que ce soit avec lui. Lors de la dernière session, qui a eu lieu en mars 2015, Diddy aurait été très agressif, ce qui l'aurait tellement effrayé, lui et Cassie, qu'il n'avait pas pu se produire. Il a ensuite été payé, mais n'a plus jamais été engagé par la suite. Après ces déclarations, il a été interrogé par l'avocat de Diddy, qui lui a demandé s'il avait développé des sentiments pour Cassie, ce qu'il a nié. Il a toutefois confirmé qu'il s'était senti privilégié d'avoir été choisi par Cassie et Diddy. À la question de savoir s'il n'avait jamais remarqué que Cassie se sentait mal à l'aise, il a répondu qu'il n'avait rien observé de tel. À la question suivante, à savoir si Diddy était en quelque sorte le réalisateur et Cassie l'actrice, il a répondu par l'affirmative et a également déclaré qu'il n'avait pas été filmé pendant les sessions et qu'il n'avait pas vu de drogue. Le 10e témoin a ensuite été appelé à la barre, l'agent spécial Jared Gunan. Il était responsable de la planification et de l'exécution des perquisitions dans les maisons de Diddy et a rapporté que 80 à 90 personnes avaient participé à la perquisition, car les propriétés de Diddy s'étendaient sur plusieurs milliers de mètres carrés. Des photos des maisons ont ensuite été présentées au tribunal et il a déclaré qu'outre les huiles habituelles et autres jouets, ils avaient également trouvé une arme chargée dont le numéro de série avait été effacé et dont le chargeur était plein. Après cette déclaration, le procès a été suspendu vers 15h, heure locale. Selon les médias, Kid Cudi pourrait être appelé à la barre le lendemain, parmi d'autres témoins. Je suis en tout cas impatient d'entendre ce qu'il a à dire sur toute cette affaire. Au fait, le parquet aurait publié une photo de 13 hommes qui auraient participé aux sessions. Je n'ai malheureusement pas pu vérifier si cette photo est authentique ou non, mais de nombreux sites américains consacrés au hip-hop en ont déjà parlé. Je tenais donc à vous en faire part. Je continue bien sûr à vous suivre de près, prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo.